Cette deuxième partie de la capsule 3. Alors pour faire suite à la première partie de la capsule 3, ici on va discuter un peu plus de réabsorption et de sécrétion. Donc c'est quand même, vous allez voir, ça va être vu de façon assez sommaire. Donc on va passer un petit peu moins de temps que la filtration que vous avez déjà étudiée dans les dernières capsules. Simplement pour qu'on suive bien, c'est une partie, en fait, si on regarde vos notes de cours, c'est la partie 3 de vos notes de cours. Donc si on regarde ici, quelques concepts de base, en fait. Donc là, évidemment, juste pour qu'on se situe, on a parlé beaucoup dans les dernières capsules de la filtration, donc qui se passe au niveau du glomérule ici, au centre de la capsule. Toujours l'artériole afférente ici, afférente, etc. Là, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui se passe dans les tubules. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on a vu ça, hein, c'était dans les premières capsules. Donc, on se souvient toujours de la structure de base du néphron. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait des capillaires péritubulaires comme ça qui se connectaient sur l'efférente ici. Et il pouvait y avoir des échanges. Hein. On disait, par exemple, des éléments qui sont dans le tubule ici peuvent retourner vers les capillaires sanguins, capillaires péritubulaires, ou encore la vasa recta qui était autour de l'anse. Donc ici, on parlait plus de réabsorption. Et à l'inverse, on avait également discuté assez rapidement du mouvement inverse. Donc, on pouvait quitter les capillaires, donc les éléments de la circulation sanguine dans les capillaires péritubulaires, pouvaient retourner vers les tubules si nécessaire, vers, exemple ici, le tubule contourné distal. Donc, il y a des échanges comme ça qui sont dans les deux sens pour ajuster la composition finale de l'urine. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement ce qui se passe au niveau de la réabsorption et de la sécrétion. Donc, ça va être le sujet qu'on va discuter. Première des choses, la première question qu'on doit garder en tête, qu'est-ce qui favorise la réabsorption ou la sécrétion? Donc, ici, on a quatre points qui nous illustrent tout simplement qu'est-ce qui peut, disons, améliorer ou, en fait, empirer la réabsorption. Donc, un premier mot que vous allez voir de temps en temps en biologie, exemple dans le système digestif, au niveau de l'intestin, ou ici, au niveau du néphron, au niveau des tubules, on vous dit qu'il y a présence de microvillosité qui augmente la surface d'absorption. Donc, il faut imaginer que, par exemple, si je dessine la surface du tubule contourné distal, ou proximal, ou lance, la même chose, de façon linéaire comme ça, ben, ça me donne une certaine surface. Des microvillosités, tu peux en fait imaginer que c'est un peu comme des montagnes russes. Donc, pour la même longueur, ce que je vais faire, des microvillosités, donc des espèces de petites bosses comme ça. Et on occupe la même longueur, ils sont à la même distance. Et quand on vous dit que ça augmente la surface d'absorption, bien évidemment, je pense que vous pouvez vous imaginer que si j'ai des replis comme ça, des microvillosités, et que je les défaisais et comment je vous dirais, on les étire, bien évidemment, j'ai une corne, si vous voulez, hein, une surface ici qui est beaucoup plus longue. Si je défais les petites bosses, les microvillosités, puis que je les tire, bien, en fait, je vais pouvoir peut-être avoir une longueur équivalente à ce que je fais présentement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que ça augmente la surface d'absorption. Pour la même distance, le fait d'avoir des replis qu'on appelle microvillosités, ça me permet de pouvoir améliorer ma surface d'absorption. Donc, évidemment, plus que j'ai une grande surface, plus que c'est facile d'absorber les éléments qui circuleront ici dans le tubule, exemple, contourné proximal. Ce que je n'ai pas dit, puis le premier point ici, on voit que la réabsorption se fait en grande partie dans la première section du tubule, donc dans le tubule contourné proximal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans l'anse ou dans le distal, il y en a beaucoup moins. Okay? Donc ça, c'est un petit détail que je voulais mentionner. L'autre chose qui va faciliter la réabsorption, c'est vraiment la présence de protéines spécialisées. Donc, des transporteurs que vous avez déjà vus dans votre premier cours à la dernière session, hein, dans votre premier cours de biologie. Donc, transport passif, actif. Donc, des protéines spécialisées dans la membrane des cellules qui composent la paroi, exemple ici du contourné proximal. Et exemple, vous voulez réabsorber le glucose, on a des transporteurs spécifiques au glucose. Et vous avez trois termes ici entre parenthèses, donc c'est très simple. Si vous regardez dans votre manuel, c'est tous des transporteurs. Donc généralement des protéines spécialisées. La différence, c'est qu'il y a des petites nuances, c'est pas
très grave, mais simplement vous mentionnez qu'un transporteur, c'est une protéine qui, exemple, transporte une seule substance comme le glucose. Un symporteur et un antiporteur peuvent transporter à la fois deux substances, donc c'est des protéines un peu moins spécifiques. Exemple, on pourrait transporter glucose et un ion sodium, par exemple. Et le symporteur, c'est que les deux substances vont aller dans le même sens. Et alors qu'un antiporteur, il y a une substance qui va aller dans un sens et en même temps, on va amener une substance dans l'autre sens. Un bon exemple, c'est quand vous avez étudié le système nerveux, les pompes sodium, potassium, on pourrait les considérer comme des antiporteurs puisqu'on va expulser, exemple, le sodium à l'extérieur pendant qu'en même temps, on va pomper le sodium vers l'intérieur du neurone. Donc, c'est tout simplement ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez que peu importe leur terme ici, c'est qu'on a des protéines spécialisées. Donc, on a vraiment du transport passif-actif qui va permettre le déplacement des molécules vers le sang, si on parle de réabsorption, ou vers les tubules qui produisent l'urine, qui transportent l'urine, en fait, si on parle de sécrétion. Les variations du DFG, bien sûr, je saute le point 3, j'y reviendrai, vont aussi favoriser la réabsorption ou au contraire, lui nuire. Donc, si la filtration se fait de façon extrêmement rapide, on a déjà vu dans une capsule précédente que la réabsorption, donc je vais l'écrire pour que ça soit clair, si j'augmente le DFG de façon importante, qu'est-ce que ça fait? Bien, évidemment, je vous avais dit il y a quelque temps que si le DFG est trop rapide puis qu'on ne l'ajuste pas, les molécules ici, donc imaginez-vous que la filtration est très rapide, comme un courant d'eau. Hein, une rapide, là, c'est un lac, ça a un débit pratiquement nul, mais un rapide où vous faites du rafting, ça roule vite. Donc, c'est exactement ce qui va se passer ici. Si ça va trop vite, les molécules circulent très rapidement, exemple les ions ou le glucose, et on n'a pas le temps d'interagir avec nos transporteurs, symporteurs, etc. Donc, si je n'ai pas le temps d'interagir avec les transporteurs ici, je ne peux pas récupérer ou réabsorber ces molécules-là. Donc, si le DFG est trop vite, oui, ça va augmenter la production d'urine, mais en même temps, ça va diminuer la réabsorption. Puis l'inverse est aussi vrai. Si le DFG est plus lent, donc, il y a moins de sang de filtré, il y aura probablement une production d'urine plus faible, parce qu'évidemment, il y a une production de filtre plus faible, mais on laisse le temps d'interagir avec la molécule, les ions ont plus de temps pour interagir avec leurs transporteurs respectifs. Et par unité de temps, ces transporteurs-là pourront évidemment peut-être être plus efficaces, puis au lieu de transporter 3-4 molécules, on pourra en faire 10, exemple, des chiffres au hasard, simplement pour illustrer. Donc là aussi, on peut affecter la réabsorption. Et le point 3, bien évidemment, ça, vous commencez à être à l'aise avec ça, j'imagine. Donc, on en a parlé souvent. La pression hydrostatique, si elle est faible, donc, et pression osmotique élevée, dans les capillaires péritubulaires. Donc, pour illustrer ça, si je dessine un capillaire ici, donc ici, ce que je viens de dessiner, c'est l'équivalent du capillaire qui est ici. Alors, si la pression hydrostatique dans le capillaire elle est faible, donc je vais l'écrire ici, ça ici, pour qu'on se comprenne, on est dans le capillaire péritubulaire. Et ici, en face, j'aurais, exemple, le tubule contourné proximal, donc l'équivalent de mon dessin ici. Okay? Alors, si la pH ici, pression hydrostatique dans le sang, dans le capillaire, elle est faible, on peut dire ici que c'est plus fort. Par comparaison, hein, c'est toujours le même truc. Je vous disais, au niveau des chiffres, donc c'est les plus faibles, mettons, j'ai 5 ici, millimètres de mercure de pression, j'ai 10, le plus fort l'emporte parce que c'est une pression hydrostatique, un volume, donc on favorise le déplacement de liquide ici. C'est une réabsorption, je pars, si je reviens à mon dessin initial, je pars comme ça du tubule contourné proximal vers le capillaire péritubulaire. Donc, une pression hydrostatique faible au niveau du sang va favoriser la réabsorption. Et si la pression osmotique, elle est élevée, donc là, c'est l'osmose, toujours la loi que vous connaissez très bien maintenant, l'eau va vers le plus concentré. Donc, si je reviens ici et que je vous dis que la pH, elle est très forte, le sang est très concentré, exemple, vous avez mangé beaucoup de sel, votre sang est riche en sel, la pression osmotique sanguine, elle est élevée, donc l'eau va quitter les tubules comme ça pour retourner vers le sang. Donc, ça va favoriser aussi une réabsorption. Et notamment, ça va impliquer qu'il y a une production d'urine plus faible. Parce qu'évidemment, si je favorise la réabsorption de l'eau, exemple par osmose, ben, j'ai moins de liquide qui va se ramasser dans le tubule collecteur, donc une production d'urine affaiblie. Et si on veut faire un lien avec le cardiovasculaire, ben, ça augmenterait aussi la pression artérielle.
Pourquoi? Bien, évidemment, sang très riche en sel, par exemple, pression osmotique élevée dans le capillaire, appelle l'eau par osmose. Donc, une augmentation du volume d'eau dans les vaisseaux sanguins augmente la pression artérielle et il y aurait une diminution de la production d'urine, évidemment. Alors, la figure ici tirée de votre manuel à la page 1158 illustre un peu le concept de réabsorption de sécrétion. Donc, ce qu'on a fait, on a un beau néphron ici qui a été bien dessiné et ce qui est dans l'encadré, on va faire un agrandissement ici. Donc, pour qu'on se situe, juste ici, on a le capillaire péritubulaire, donc qui longe comme ça ici, on reconnaît les globules rouges, le plasma sanguin qui circule dans ce sens-ci, et on reconnaît donc les petits cercles jaunes qui illustrent les différentes molécules en circulation qui sont dissoutes dans le sang. Ici, donc on voit une partie du glomérule, la chambre glomérulaire, donc filtration que vous avez beaucoup étudiée dans les dernières capsules, parfait. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'engage ici dans le tubule contourné proximal. Alors, ce qu'on appelle le filtrat, donc la partie qui a passé la membrane de filtration, donc les petits ions, petites molécules comme le glucose, l'eau, etc., vont pouvoir circuler et être réabsorbés vers le capillaire sanguin. Donc, à ce niveau-ci, je parlais tantôt qu'il y a des transporteurs, des symporteurs, des pompes, peu importe. Donc, on voit bien ça ici, c'est parfait. Donc, on reconnaît les protéines qui sont spécifiques à différentes substances, qui pourront déplacer donc les molécules comme ça. On reconnaît les cellules dans la paroi qui vont pomper, si vous voulez, ces molécules-là vers les capillaires sanguins. Entre les deux, entre le capillaire et le tubule contourné proximal, il y a du liquide interstitiel ici entre les deux. Donc, évidemment, les molécules vont passer comme ça à travers les cellules, circuler dans le liquide interstitiel, passer à travers la paroi du capillaire et on retourne en circulation sanguine. Donc, ça, c'est vraiment la réabsorption. Ce que vous ignoriez, c'est qu'il y a deux types de mécanismes pour réabsorber. Il y a ce qu'on appelle le transport transcellulaire. Ça, évidemment, ça veut dire que les cellules passent directement à travers la membrane cellulaire. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Grâce à des transporteurs, etc., on passe directement à travers la cellule de la paroi du tubule contourné proximal pour s'engager vers le capillaire. Par contre, on a aussi le transport paracellulaire. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de transporteur et c'est les lois de diffusion normales, hein, la loi de gradient que vous avez déjà étudiée, qui fait en sorte qu'on va pouvoir circuler dans un sens ou dans un autre. Donc, exemple, la loi de gradient ici, si on se souvient, là, les molécules se déplacent toujours du plus concentré vers le moins. Donc, exemple, si la molécule jaune, je dis ça au hasard, mais si la molécule jaune ici, c'est des ions peu importe, des ions sodium ou des molécules de glucose. S'il y en a plus ici, mettons qu'il y en a 10 ici, puis j'en ai 5 de l'autre côté, ce que ça va faire, par la loi de diffusion, on va aller vers le moins concentré. Sauf que là, ma ligne est très mal faite, là, c'est ma main qui tremble, qui a mal dessiné, mais imaginez-vous la flèche du livre ici. On va passer entre les deux cellules. Donc, on n'a plus besoin de transporteur ou de protéines spécialisées. La molécule va se faufiler comme ça entre les deux cellules. Donc, il y a un espace microscopique entre les cellules. C'est ce qu'on appelle le transport paracellulaire. Donc, on passe autour des cellules directement et c'est la loi de diffusion. Donc, évidemment, si pour X raison on avait plus de molécules ici, ben, on retournerait de l'autre côté, ça serait de la sécrétion. Donc, c'est deux mécanismes. Un qui est vraiment comme naturel, le transport paracellulaire, qui se fait selon la loi de diffusion, donc la quantité de molécules d'un part et d'autre, ou bien dans le transport peut-être plus actif ou qui peut nécessiter, exemple, de l'énergie. Ça peut être du passif aussi, mais on peut aller contre la loi du gradient dans le cas du actif. Donc là, on aura des transporteurs spécialisés pour permettre le déplacement de ces molécules-là. Donc, c'est deux façons différentes de réabsorber les molécules du TCP, donc le contourné proximal, vers le capillaire péritubulaire. Deux concepts extrêmement importants. Donc, le seuil rénal et le taux maximal de réabsorption. Et parfois, il y a une confusion entre les deux dans votre esprit. Donc, je vais essayer de faire le plus simple possible. C'est bien expliqué dans le manuel. Ici, c'est bien résumé aussi. Mais ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, le TM, okay, donc transport maximal de réabsorption, ça veut juste dire que pour chaque substance qui est réabsorbée au niveau du tubule contourné proximal, il y a une limite. C'est pas illimité. Ça fonctionne avec une certaine capacité. Donc, une façon très schématique, si ici j'ai le TCP, mettons le glomérule est ici. Donc, ce que je dessine ici, c'est des transporteurs, mettons un glucose, puis à côté, je pourrais d'une autre couleur mettre des transporteurs à sodium, à chlore, peu importe.
le nombre de transporteurs, il est limité. Donc, je donne un chiffre, il y a peut-être 200 transporteurs de glucose dans cette section-ci. Mais une fois que les 200 sont occupés, je ne peux pas réabsorber plus de glucose. Ma capacité maximale, elle est atteinte. Donc, le surplus, l'excédent, continuera son chemin vers l'urine. Et c'est pour ça que dans des situations où les substances, que ce soit le glucose, n'importe lequel, si elles sont en excès et que le taux maximal de réabsorption est atteint, bien, le surplus, on va le retrouver dans l'urine. Je vous ai déjà dit que le glucose ne peut pas être dans l'urine normalement parce que si vous avez une glycémie normale, le taux maximal de réabsorption n'est pas atteint. Donc, c'est comme si j'avais des transporteurs de libre. Si ces deux-là sont occupés, c'est correct, il m'en reste un de libre. Donc, c'est très facile de tout réabsorber. On réabsorbe 100% du glucose. C'est pour ça que chez une personne en santé, il n'y en a pas. Mais si vous prenez un diabétique qui est en hyperglycémie, le problème, c'est que tous les transporteurs sont occupés. Donc, le taux maximal de réabsorption est atteint. Je ne peux pas réabsorber plus que 100% de ma substance. Donc, l'excédent, mettons, je suis à 150%, bien, le 50 de plus va se ramasser dans l'urine. Donc, si tous mes transporteurs sont occupés, mettons ici, j'ai la place pour 3 molécules, on est correct, mais celle-ci qui est de trop va continuer son chemin vers l'urine. Et c'est pour ça que dans ces cas-ci, on va retrouver la substance dans l'urine. Donc, de ce que je viens de dire, il y a 2 choses importantes à comprendre. La première, taux maximal de réabsorption veut dire que pour une substance donnée, il y a une certaine capacité de réabsorption liée à la quantité de transporteurs, exemple. Et si j'atteins la limite maximale de réabsorption, je ne peux pas réabsorber plus. Okay? Donc, présentement, pour une substance donnée, vous réabsorbez peut-être à 30%, 40%, donc il y a de l'espace. Si vous avez une situation où vous avez atteint votre taux maximal de réabsorption, ça veut dire que vous avez 100% de la substance qui est réabsorbée vers les capillaires. C'est parfait, il n'y en a pas dans l'urine. Mais le deuxième concept, c'est de comprendre que si je dépasse le taux maximal de réabsorption, là, dans ce cas-ci, on a un problème. Et le surplus que j'arrive pas à réabsorber vers les capillaires péritubulaires, mais cet excédent-là va se retrouver dans les urines. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est quand même important de connaître non seulement la définition, mais de comprendre que si je dépasse ce taux maximal de réabsorption-là, ben, si vous regardez le dossier clinique d'un patient, ben là, vous attendez à en trouver dans l'urine. Si, exemple, on analyse, je sais pas, la concentration d'une substance au niveau sanguin, après une prise de sang, exemple, puis qu'on analyse aussi la présence de cette substance-là dans l'urine, ben, ça explique bien des choses. Et si le taux maximal de réabsorption n'est pas atteint, ben, vous attendez qu'il n'y en ait pas dans l'urine. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. Le chiffre ici n'est pas à apprendre par cœur. C'est juste un exemple qui, parfois, peut vous aider à comprendre. Donc, on a pris une substance parmi tant d'autres, le glucose, une substance bien connue. Son TM, son taux maximal de réabsorption, c'est une concentration de 2 millimoles par minute. Ça veut dire que chez l'être humain moyen, c'est sûr que ça varie d'une personne à l'autre. Hein? C'est génétique. Est-ce que la personne a plus de transporteurs qu'une autre? À 70 ans, on est moins efficace pour transporter qu'à 20 ans. Donc, il y a plein de facteurs. Mais en moyenne, chez la plupart des êtres humains, en moyenne, on a un taux maximal taux maximal de réabsorption autour de 2. Donc, 2 millimoles par minute, ça veut dire qu'à chaque minute, l'ensemble de vos néphrons ont la capacité de réabsorber l'équivalent de 2 millimoles de glucose. Ça, c'est ton taux maximum, c'est 100%. Tu ne peux pas faire plus. Donc, si tu arrives à 2, c'est fini. Tu ne peux pas faire plus. Si tu dépasses le 2 millimoles minute, bien là, ce qui va arriver, l'excédent va poursuivre, ne pourra pas être réabsorbé, il va se retrouver dans l'urine. Le deuxième concept, généralement, vous êtes bon avec le taux maximal de réabsorption. C'est le seuil rénal qui vous mélange et je dirais que c'est peut-être encore plus important que le taux maximal de réabsorption. Le taux maximal de réabsorption, c'est très biologique. Hein? C'est vraiment un concept de biologiste. Mais le seuil rénal, c'est ce qui va vous servir le plus en soins infirmiers. Voici une question intéressante. Vous autres, là, quand vous allez travailler sur le plancher, vous ne connaissez pas le taux maximal de réabsorption. Hein? Vous ne savez pas le nombre de transporteurs. Comment vous savoir si le glucose, le NA+, ou on a atteint le taux maximal de réabsorption? Vous ne le savez pas. Et vous avez besoin d'indicateurs. Vous ne pouvez pas aller estimer puis calculer le taux maximal de réabsorption. Ce n'est pas efficace. Donc, vous allez utiliser un indicateur qui vous permet d'estimer pour chaque substance si le TM est atteint ou pas. C'est ce qu'on appelle le seuil rénal. Le seuil rénal, c'est une valeur sanguine. Ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment comprendre. C'est une concentration dans le sang.
pour chaque substance, il y a un seuil rénal. Donc, pourquoi c'est intéressant pour vous autres en soins infirmiers? C'est qu'après une prise de sang, vous regardez les résultats au niveau du dossier. Et là, exemple, je ne veux pas que tu apprennes le chiffre par cœur, mais la glycémie, le seuil rénal, c'est 9,1 millimoles par litre. Donc, vous savez peut-être que chez une personne en santé, la glycémie, on considère que c'est autour de 4,7 millimoles par litre. Si vous avez une glycémie de 3,5, on considère que vous êtes en hypoglycémie. Puis si votre patient a une glycémie de 15, on considère qu'il est en hyperglycémie. Donc, c'est autour de 4 et 7. Ce que ça veut dire, quand je vous dis 9,1, ça veut simplement dire qu'à cette concentration de glucose dans le sang, on sait que le patient a trop de glucose dans le sang. Donc, quand ce sang va arriver au niveau du néphron pour être filtré, le TM va être automatiquement atteint. Même si tu ne connais pas la valeur du TM, on sait qu'à 9,1, on dépasse le TM. Donc, exemple, si vous avez 9,5, c'est sûr qu'il y a du glucose dans l'urine. Ça veut dire qu'on ne peut pas réabsorber plus que le seuil de 9,1. Et c'est important de comprendre que c'est un indicateur, parce qu'évidemment, la concentration sanguine n'a aucun lien direct avec le rein. La filtration, la réabsorption se fait dans les néphrons du rein. Mais c'est un indicateur pour vous indiquer, par exemple, que le rein ne suffira pas à la tâche. Un exemple qui me vient en tête, c'est la température corporelle. Vous faites de la fièvre, vous êtes à 40, c'est un indicateur qui peut indiquer que vous êtes infecté, par exemple, par une bactérie. Donc, vous êtes infecté, vous avez votre système immunitaire combat l'infection. En fait, le 37 degrés Celsius ou le 41, si vous faites de la fièvre, n'est pas la bactérie en soi, mais c'est un indicateur qui vous amène à penser que la personne est peut-être en train de combattre quelque chose. Il peut y avoir d'autres causes de fièvre, bien sûr, mais c'est un peu la même chose. Le seuil rénal n'a pas un lien direct. C'est pas là qu'on fait la réabsorption, rien. C'est le néphron avec le TM, comme on a vu tantôt. Mais c'est un indicateur intéressant parce que pour chacune de ces substances, le seuil rénal va vous indiquer si le rein a atteint son taux maximal de réabsorption ou non. Donc, pour que ce soit clair, c'est une concentration sanguine et c'est une valeur à ne pas dépasser le seuil rénal. Que ce soit pour le glucose ou n'importe quelle autre substance, si vous avez dépassé le seuil rénal, vous pouvez immédiatement conclure que le taux maximal de réabsorption, ou le TM, au niveau du rein va être dépassé. Donc, on n'arrivera pas à tout réabsorber la substance et on s'attend qu'il y aura un excédent de cette substance-là dans l'urine. Donc, vous attendez à avoir la présence de la substance dans l'urine. Tant que votre valeur sanguine est inférieure ou égale au seuil rénal, exemple pour le glucose 9, 8, 7, dans ce cas-ci, le rein devrait être capable de tout réabsorber. Et c'est intéressant parce que si, par exemple, je vous donne l'idée suivante, le patient est à 8 de glycémie, vous attendez que tout soit réabsorbé, et si au dossier médical, vous voyez qu'il y a une présence importante de glucose dans l'urine, alors que d'un point de vue biologique, ça ne devrait pas être le cas, mais là, on pourrait conclure qu'il y a peut-être une atteinte au rein, peut-être qu'il y a de l'insuffisance rénale, peut-être les mécanismes qu'on a déjà étudiés au niveau du néphron ne se font pas correctement, donc ça peut vous pister sur un autre problème. C'est donc pour ça qu'il faut bien comprendre qu'avec ces valeurs-là, à quoi on s'attend, et si on a le résultat attendu, parfait, sinon, ben, là, il faut penser à une autre possibilité. De façon un peu plus précise, ici, on va parler de la réabsorption de l'eau. Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de réabsorption d'eau. Il y a la réabsorption qu'on appelle réabsorption obligatoire de l'eau, par opposition à la réabsorption facultative de l'eau. Donc, en fait, elles portent très bien leur nom. Hein. Une réabsorption obligatoire, ça veut dire que ça se fait de façon obligée. Donc, ça se fait constamment, 24 heures sur 24, et on ne peut pas vraiment contrôler, améliorer ou diminuer cette réabsorption obligatoire. Donc, ça se fait au quotidien, 24 heures sur 24. La réabsorption facultative, elle peut se faire ou non. Ça va dépendre de la situation. Donc, exemple, si on a une grande perte d'eau, on est déshydraté, on peut activer la réabsorption facultative de l'eau. Puis si tout va bien, bon, on ne l'active pas, puis
on fait simplement la réabsorption obligatoire. Donc, généralement, la réabsorption facultative, c'est contrôlé par des hormones comme l'ADH et l'aldostérone, deux hormones que vous avez déjà étudiées. La réabsorption de l'eau se fait soit par transport paracellulaire, donc qu'on a vu tantôt, qui passe entre les cellules, ou aussi, on peut faire du transport transcellulaire, sauf que l'eau est incapable de passer directement à travers la membrane cellulaire. La membrane est faite de phospholipides, c'est des graisses. L'eau et l'huile ne se mélangent pas, donc l'eau et les graisses ne font pas bon ménage. Donc, dans ce cas-ci, ça va nous prendre des protéines spécialisées qu'on appelle des aquaporines. C'est très simple, c'est des protéines creuses, donc qui vont traverser la membrane cellulaire et les molécules d'eau vont tout simplement passer à l'intérieur de la protéine creuse, un peu comme une paille, et va pouvoir passer à l'intérieur de la cellule. Si on veut sortir l'eau de l'autre côté, ça va prendre d'autres aquaporines. Donc là, ici, on parlerait d'un transport transcellulaire parce qu'on pour traverser, on traverse la cellule. Les chiffres ici, c'est à titre indicatif, c'est pour le fun, mais je ne vais pas retenir ça. Donc, c'est quand même impressionnant. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois ces chiffres-là. Par jour, pour une personne moyenne, on va filtrer l'équivalent de 180 litres d'eau par jour. On vous dit, pour vous maintenir en santé, de boire à peu près 1,5 litre d'eau. Vous allez filtrer l'équivalent de 180 litres. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'on passe plusieurs fois, votre circulation sanguine là, va passer plusieurs fois au niveau des reins, évidemment. Et de ce 180 litres-là, il y a seulement 1,5 qui ne sera pas réabsorbé. Donc, autrement dit, dans les urines, vous allez expulser environ 1 litre, 1,5 litres. Okay? Le reste va tout être réabsorbé. Donc, on est très efficace pour récupérer cette eau. Dans un premier temps, je parle un petit peu de la réabsorption obligatoire de l'eau. Donc, ça se fait essentiellement okay, au niveau de l'anse, okay, donc on voit bien ici, du néphron et le contourné proximal. Donc, essentiellement, ça se fait au début du néphron. Okay, donc, ça se ferait à ce niveau-ci, dans le TCP, et en partie dans l'anse ici. On vous dit même que c'est la branche descendante. C'est une nuance que vous n'avez pas à faire, mais l'anse, le tubule contourné proximal, le TCP, la réabsorption obligatoire se fait là. Environ 65% de l'eau va être réabsorbée au niveau du TCP, 10% dans l'anse. C'est du détail aussi culturel, c'est pas grave, vous ne savez pas les chiffres. Mais ce que je veux que vous compreniez, pourquoi c'est obligatoire? Hein? C'est une question que je suis certain que certains étudiants se demandent. Pourquoi c'est obligé? Pourquoi on ne peut pas contrôler ça? En fait, c'est vraiment de l'osmose. Donc, l'eau va suivre la concentration généralement d'NA+, de sel. Et comme l'eau va aller vers le plus concentré, bien, c'est vraiment votre concentration en NA+, qui oriente le déplacement d'eau. Donc, on s'arrange généralement chez une personne en santé pour que le capillaire tubulaire soit plus concentré en termes d'NA+, que ce qu'on retrouve ici dans le TCP, dans le contourné proximal. Donc, de façon naturelle, l'eau va quitter le tubule contourné proximal pour retourner vers les capillaires pour être réabsorbée. Donc, évidemment, on peut pas vraiment contrôler l'osmose. Évidemment, si une personne a un débalancement important au niveau de ses concentrations de sel ou au niveau de la concentration de la pression osmotique, bien évidemment, ça peut affecter ce transport, cette réabsorption d'eau. On pourrait même aller en sens inverse. Pour X raisons, si malheureusement la personne un tubule contourné proximal très concentré, on va voir ça chez certains diabétiques, un tubule très riche en glucose. Hein, si on fait un lien que tantôt, le TM, transport, le taux maximal de réabsorption a été atteint. Donc, le surplus de glucose n'est pas réabsorbé, s'accumule dans le TCP, et comme le TCP devient très, très riche en sucre, très, très concentré, bien, plus concentré qu'ici. Donc, par osmose, l'eau pourrait quitter le capillaire péritubulaire pour entrer dans le TCP, ce qui explique que c'est une des causes qui explique que les diabétiques non contrôlés peuvent avoir un volume d'urine très, très élevé, ce qu'on appelle la polyurie. Okay, donc, c'est juste ça ici, c'est que là, au lieu de réabsorber l'eau, on s'en va en sens inverse. L'osmose est déstabilisée. Mais chez une personne en santé, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que normalement, ça va être plus concentré au niveau sanguin, donc l'eau va quitter comme ça. Donc, aucun contrôle, en fait. Ça se fait automatiquement. Dans certaines situations relativement importantes ou urgentes, par exemple, une personne déshydratée ou que la pression artérielle est très faible ou peu importe, là, ce qu'on peut décider de faire, c'est de faire une réabsorption facultative de l'eau. Et ça se fait, oui, dans le distal, mais surtout
surtout dans le tubule collecteur, donc à ce niveau ici. Normalement, je veux que vous sachiez que le tubule collecteur est imperméable. Quand l'eau se retrouve ici, elle va poursuivre son chemin pour être expulsée dans l'urine éventuellement. Mais quand tu fais de la réabsorption facultative, exemple l'ADH, ce qu'elle va faire, elle va augmenter, l'aldostérone a un mécanisme similaire, augmenter le nombre d'aquaporines ici dans les cellules au niveau de la paroi du tubule collecteur. Donc, normalement, ces cellules-là n'ont pas d'aquaporine. Ce que j'ai dessiné ici tantôt, donc c'est des cellules sans, mettons ça c'est une cellule du tubule collecteur, il n'y a pas d'aquaporine, l'eau va passer tout droit. Donc si je reviens à mon dessin ici, l'eau continue comme ça et poursuit son chemin. Par contre, si tu actives la réabsorption facultative, l'ADH va dire, ben là, on arrive dans cette situation ici, on fait des aquaporines et l'eau pourra être, en fait, au niveau du tubule, pourra retourner en circulation sanguine. Mais normalement, ça ne se fait pas. Donc, c'est vraiment dans des cas spéciaux. Exemple, une personne qui est très déshydratée, on va diminuer la production d'urine, donc on empêche la diurèse. C'est le rôle de l'ADH. D'ailleurs, on dit que c'est l'hormone, H pour hormone, AD pour antidiurétique. Antidiurèse, on bloque. Okay? On bloque carrément la production d'urine. Donc, l'ADH bloque la diurèse. Comment? Ben, en favorisant les aquaporines et en construisant ces aquaporines, on va réabsorber l'eau. Par contre, si vous êtes en santé, vous n'êtes pas déshydraté, il n'y a pas rien de spécial, on ne fait pas cette réabsorption facultative, vous ne faites pas d'ADH, donc on se contente tout simplement de la réabsorption obligatoire de l'eau.